Zul Flaoun, bonsoir tout le monde, bienvenue à Hall Magazine. Alors, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous Moukran Akoun, qui est enseignant dramaturge, mais aussi militant pour la démocratie et Tamazigh en Algérie. Bonjour, bonjour. Zul Merci. Merci de m'inviter, de me donner une occasion pour m'exprimer. Je valorise la tribune qui est la vôtre, qui m'est offerte pour pouvoir exprimer un point de vue, mes réflexions sur l'actualité qui bouscule le quotidien de mon pays, de mon peuple et mon quotidien, en vérité. Merci et bonsoir. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui est Moukran Akoun? Ben, Pranakoun, c'est un Algérien, c'est un militant de la cause berbère, mais aussi un militant de gauche, un militant de la cause berbère un peu particulier. C'est le Benjamin des emprisonnés du printemps berbère. Donc, j'ai été pris et mis en prison suite aux manifestations du 19 mai 81 de Béjaïa. Je fus condamné à 1 année de prison pour atteinte à la sécurité de l'État, alors que j'étais jeune, j'étais un enfant, jeune avec 17 ans, j'étais lycéen. Donc comme ça, sous cet angle-là, je suis rentré dans le Guinness en tant que plus jeune détenu politique de l'Algérie indépendante. Est-ce que c'est un honneur pour moi? Est-ce que c'est un honneur pour mon pays qui emprisonne des enfants? Est-ce que c'est un honneur pour l'État algérien qui a peur de son enfance? C'est des questions que je me pose pour lesquelles euh, les réponses pourraient être divergentes. Sinon, moi, je suis l'enfant du printemps. Je suis, comme disait mon ami, mon camarade Matou Blounes, qui ذرش ثمانين qui ذرش الدين ثمانين يجي يقوم الضحك سفرو. Voilà pour qui suis-je, ou plutôt qui étais-je. Sinon, actuellement, je continue à être moi-même. Parfois, j'apporte mes réflexions, je contribue au débat politique et social qui traverse l'environnement dans lequel je vis. Parfois, je fais de la poésie. Parfois, j'écris des pièces de théâtre. Et, et pour vivre, je suis enseignant. Mon gagne-pain. Je suis dans l'enseignement professionnel et c'est par ce canal-là que je gagne ma vie. Très bien. Enfin, ce que je pourrais dire sur qui c'est Moukaranakou. Ah, Tiksaha Moukran Akoun. Donc là, là où je vois que vous êtes militant associatif, enseignant et homme de théâtre. Donc vous êtes dans, comment dire, vous êtes dans la transmission, Moukran Akoun. Et dans la transgression. Et, et, alors, c'est dans la transgression que j'appellerais pas ça, à ne pas confondre avec subversion. Je suis subversif. Okay, je suis un subversif, je suis dans la transgression. C'est ça militer. Je ne m'inscris dans aucun cliché. Ça, c'est ma personnalité, c'est mon personnage qui mon gars, c'est comme ça que je suis fait. Alors, avant de passer, là, quand on parle de subversion, ça me fait tout de suite penser à ce qui s'est passé le 20 avril. On en parlera parce que j'aimerais quand même qu'on parle d'abord de 81, Vgaith 81. Donc, juste par rapport au mot subversion et transgression. Le réflexe qui a été enclenché suite aux événements de la nuit vers 1 heure du matin dans la cité universitaire de Tizi Ouzou. Donc, le réflexe qui a été fait, c'était de faire une marche pacifique. Donc, il y avait des rassemblements, il y avait à Tizi Ouzou, et le réflexe de l'époque déjà, c'est de faire une marche pacifique. Donc, avant de parler de 80, est-ce que vous pouvez nous raconter les événements très brièvement? Je sais ils sont connus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à la première commémoration de Sefsos Ntmenyin
en 81 Gvgaït. Donc, à vrai dire, ce qui s'est passé, on a essayé de faire une manifestation le 20 avril. Nous n'avons pas pu. On a été empêchés, réprimés. Mais les gens devraient savoir que pendant toute l'année scolaire de l'après 20 avril 1980, nous avons pendant toute l'année travaillé pour qu'il y ait une manifestation, pour qu'il y ait, entre guillemets, de l'agitation qui montre la disponibilité, non, la solidarité, non, à l'égard de nos camarades qui se sont fait bastonner à Tizi Ouzou, qui se sont fait ensuite emprisonner. Pendant toute l'année, nous avons travaillé. Il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu un activisme ou une activité qui tend ou qui souligne notre attachement à la cause que défendaient nos camarades à Tizi Ouzou et que l'on défend automatiquement à Bougie. D'autant plus que l'année scolaire qui a suivi le 20 avril, donc l'année scolaire 80-81, les autorités, notamment le FLN, ils ont mis en circulation, en discussion, un projet, ce qu'ils appelaient dans le temps, dossier de la politique culturelle. Soi-disant, c'était pour répondre au 20 avril, c'était pour contrecarrer le 20 avril, et ils ont mis en circulation ça dans les lycées. Dans le lycée dans lequel je suis, dans lequel j'étais, les gens du FLN venaient animer des discussions, des débats avec les lycéens pour parler de projets de la politique culturelle que le pouvoir ambitionnait de mettre en place en Algérie. Et donc, à chaque fois, on s'opposait, on manifestait notre désaccord et on réitérait notre doléance que le pouvoir d'alors, que les autorités d'alors tiennent compte d'un autre dossier qui a été formulé par nos camarades de Tizi Ouzou, le dossier, les résolutions du séminaire d'Akoren. Et les résolutions du séminaire d'Akoren, c'était en quelque sorte une plateforme de revendication politique, culturelle, sociale, qui a été élaborée suite à la libération des détenus de Barawaki. Donc, par un certain nombre de militants, de leaders naturels de la bagarre d'avril 1980, ils se sont réunis pour... Donc, nous, on a essayé de mettre en valeur et de mettre en avant le contenu de cette plateforme par opposition à un autre contenu que le FLN essayait de faire admettre dans la société. On a beaucoup travaillé et pour le 19 mai, on a préparé une manifestation. On s'est mis dans une logique de construire la manifestation, de construire l'événement sur plusieurs mois. Et on s'est coordonné avec d'autres lycéens, d'autres ouvriers, d'autres comités de syndicalistes, de quartiers, non seulement dans la ville de Béjaïa, mais en dehors de la ville de Béjaïa, dans toute la vallée de la Soumane. Donc, il y avait une effervescence militante pendant toute l'année scolaire 2000, plutôt 80-81. Et le 19 mai 81 a été la résultante de cet activisme, de ce travail de fond pour lequel la population n'a pas lésiné en termes d'adhésion, en termes d'identification, et donc c'est ce qui a rendu les manifestations puissantes, fortes et populaires. Okay. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur 81. Parce que pour clore avec 81, avant de parler de 80 justement, donc là on a fait une chronologie un petit peu à l'envers. Votre incarcération, vous avez été jugé. Comme vous avez mentionné depuis le début, vous avez été le plus jeune détenu politique à l'âge de 17 ans. Très rapidement, vous avez été jugé, vous avez été arrêté, emprisonné. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie de votre vie qui sans doute vous a marqué, M. Algoun. J'ai été arrêté, on m'a fait un interrogatoire. La police, c'est 2 ou 3 jours après la manifestation,
On nous a chassés. Le service de sécurité nous a chassés. Moi, j'étais interne au lycée Al-Hammadia. Donc, j'ai été pratiquement livré au service de sécurité par le surveillant général du lycée, le proviseur du lycée. Ils sont venus m'accueillir. Et puis, on m'a fait un interrogatoire qui a duré quelques jours. J'ai été relâché. Donc, quand j'ai été relâché, je suis rentré chez moi. Je suis parti au village, sur la montagne. Et puis, un moment après, les gendarmes sont venus me chercher. Et quand ils sont venus me chercher, moi, je croyais que c'était pour la suite de l'interrogatoire. Je n'avais pas cru que j'allais être emprisonné. Parce que, à vrai dire, il y a eu des manifestations. Mais moi, personnellement, j'ai manifesté. Je n'ai pas fait de casse. Je n'ai pas fait de. J'étais membre du comité. Mais on n'a pas fait de casse, on n'a pas appelé à d'une subversion méchante. Nous ne sommes pas des voyous, nous étions des lycéens. Donc, je n'ai pas cru que j'allais être emprisonné. Donc, les gendarmes sont venus me chercher et ils m'ont conduit à Bougie chez le procureur. Le procureur qui m'a aussitôt remis à un juge d'instruction, lequel juge a décidé de me mettre en mandat de dépôt, de m'envoyer en tôle. Et on a fait le trajet depuis le palais de justice jusqu'en prison. On l'a fait à pied. Moi, les gendarmes et mon père. Donc, moi, je n'ai pas compris en tout cas que l'on me prenait en prison. Et quand on est arrivé en prison, on a ouvert la porte et le surveillant chef est venu me cueillir. Le gendarme et mon père sont partis. Je n'arrivais pas encore à croire que j'allais passer la nuit, que j'allais rester là-bas. Jeune que j'étais. Donc, c'était un traumatisme pour moi. Tout d'un coup, je voyais comment se fait-il que mon père il va repartir sans moi. Enfin, Incroyable. C'est une petite histoire. Donc, on est resté en prison. D'abord, la justice, le système qui voulait nous broyer, il n'était pas décidé à nous enrôler, à nous faire passer, à nous faire un procès. Il a fallu qu'on fasse une grève de la faim qui a duré un bon moment pour que le pouvoir se décide enfin à nous pour qu'il se décide à tenir notre procès. Puis on nous a fait un procès, on a été condamné, on a fait un appel, on a été de nouveau condamné et on a passé du temps en prison et on a été relâché par une grâce une année après. Alors, je voudrais souligner une chose, que parmi le staff de la justice qui nous a condamnés, qui était de l'autre côté de la barrière de la liberté, et il s'en trouve un qui est maintenant président du Conseil constitutionnel. L'actuel président du Conseil constitutionnel, M. Kamel Fenich, a été parmi les personnels qui ont été méchants, qui ont été sévères contre nous, qui ont donc prononcé les lourdes peines de prison qui nous ont été distribuées. Donc pour nous, depuis le printemps berbère à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement. Le système, il reste le même. Celui qui nous a condamnés hier, il a des responsabilités politiques beaucoup plus élevées maintenant. Il est le gardien du temple et du système judiciaire algérien. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Donc après, pour nous, la prison, ça n'a pas été aussi méchante, si je dois dire, parce que finalement, en prison, de former un grand groupe. Il y a eu des emprisonnés qui sont venus d'un peu partout, d'Arbo, de Seddour, de Sidi Aïch, de Tezmel, d'Irin Ali, de Kharrata, de Béjaïa. Et puis, moi, j'étais avec mes camarades lycéens du lycée Al-Hammadia. Il y avait d'autres camarades d'autres lycées, d'autres structures, des étudiants. Donc, il y avait une grosse population carcérale. Nous étions 54. Ça nous a permis de faire de la prison une université de formation politique. Donc, on discutait, on a appris pas mal de choses, on a sympathisé, on s'est connus. Il y avait parmi nous des gens qui étaient éclairés, des gens qui
qui étaient nos enseignants au lycée. Et il y avait aussi des gens dans le monde carcéral qui étaient des gens vraiment éclairés, c'était des lumières, c'était des penseurs. Donc ça nous a permis de faire de la formation politique, de rendre doux le climat stressant et enquiquinant de la prison, de l'adapter et d'être moins stressé, de prendre notre mal en patience. Et même dans la prison, on a continué à nous battre. Donc, on recevait des avocats, on communiquait avec l'extérieur, avec le comité d'avocats qui venait nous voir, on a fait des lettres, des déclarations, on communiquait avec nos camarades de l'université de Tizi Ouzou qui ont organisé une campagne de solidarité en notre faveur. On a continué à communiquer avec des camarades qui étaient dans la diaspora, à l'étranger, qui ont aussi organisé des campagnes de pression pour notre libération, etc. On a essayé de tirer profit de notre emprisonnement. Et puis, peut-être que si je n'ai pas été emprisonné, je ne serais pas formé politiquement, je n'aurais pas été irrémédiablement militant que je suis aujourd'hui. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة monsieur Agounda. Merci pour ces éclaircissements. Donc, chaque histoire de vie est une leçon de vie justement pour les militants d'aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a une relation directe entre les événements déjà bien avant 80 et par rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez bien fait de le rappeler, M. Agoun. Poème kabyle ancien, c'était le titre d'un livre de feu Moud Ma'amri. Il a été interviewé en mars 80, hein, donc journal Libération. Ils n'aiment pas quand la culture berbère, quand elle s'exporte, déjà à l'époque, en 80, bien avant, bien évidemment, et jusqu'à maintenant, même si maintenant c'est beaucoup plus libéré. Mais déjà à l'époque, Moud Ma'amri, il avait retranscrit la tradition orale amazigh. Donc, le livre Ismaës, poème kabyle ancien. Donc, voilà, l'histoire, tout le monde connaît. Donc, l'université de Tizi Ouzou a invité Moud Ma'amri. On va dire qu'il a été empêché, entre parenthèses. Et il s'en est suivi des événements tragiques. Donc là, je fais rapide, hein, mais les détails, ça va être vraiment avec grand intérêt qu'on va vous écouter. L'élément tragique dont je parlais, c'est surtout celle qui a été immortalisée par la chanson de Ma'toub Lounès, سميد روحن السي ار اس في وحده الصباح le 20 avril à la cité universitaire, déjà en transgressant toutes les règles élémentaires d'un lieu de savoir comme l'université, donc avec des chiens, etc. Donc c'est quand même tragique et choquant. Ce qui s'est passé. Est-ce que quel est le souvenir symbolique que tu gardes, M. Agoun, par rapport à ce qui s'est passé en 80 à Tizi Ouzou et juste avant, on va dire de mars 80, les événements qui ont suivi la sortie du livre Moud Ma'amri. Le souvenir que je garde, c'est que l'université de Tizi Ouzou a été bénéfique pour la région, pour la Kabylie, et elle a été fatale pour le système. Elle s'est transformée en agora permanente en faveur des questions sociales, des questions politiques, des questions économiques et du savoir. Donc, l'université de Tizi Ouzou, pendant toute l'année l'année qui était avant le 20 avril 80, donc 79-80, pendant toute l'année universitaire, ça a été un fantastique milieu de savoir, de questions. Ça a été une université.
Au sens noble du terme, ça a été un endroit de savoir, un endroit de critique, un endroit de remise en cause, un endroit de problématisation de tout ce qui touche à la vie de l'individu et de son environnement et du collectif. Voilà le souvenir que je garde de l'école. Ça a été une école au sens propre du terme et une école ouverte. Ouverte sur la société. C'était tout le monde qui pouvait aller s'inscrire à l'université. Pas uniquement les étudiants qui étaient inscrits dans des sections, dans des départements, même les gens du peuple, même les ouvriers de Drab el-Khadda venaient à Tizi Ouzou s'inscrire, apprendre la lutte syndicale, apprendre à réfléchir, à théoriser autour de leurs difficultés. Il y avait des militants politiques qui ont investi l'université pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir diffuser leur message. Justement, les Saïd Saadi et les militants du FFS, ils ont appris à travailler à l'université, à faire un travail de formation politique, un travail de rayonnement politique, mais aussi l'université a appris d'eux à faire de la réflexion, à faire du militantisme. Donc ça a été une année, un moment très important qui a permis justement la cristallisation d'un mouvement qui allait devenir un mouvement le plus puissant, le plus large qu'il n'a jamais connu l'Algérie après le mouvement de libération nationale. Après le front de libération nationale, de la libération nationale, celui de l'Aïlen, celui d'Abban de Karim Belkacem et des anciens ténors de la libération, on a eu un autre moment dans l'histoire du pays, et ce moment, ça a été l'année, justement, 1980, toute l'activité qu'il y avait autour et à l'intérieur de l'université de Tizi Ouzou. Voilà le souvenir que je garde. Pour moi, ça a été quelque chose de magnifique, quelque chose c'est un rêve que de regarder autant de gens qui contribuaient, qui travaillaient, donc des gens comme Mamri par exemple, même sur le sol et ils discutent, et ils reçoivent et ils bavardent, ou alors des gens comme Chaker, ou alors des gens, des éminences du monde culturel, du monde scientifique, du monde politique, qui venaient comme ça fraterniser avec des étudiants, avec des prolétaires, avec des gens du peuple, et puis discuter en des termes très simples. Ça a formé, c'est une épopée. Voilà le souvenir que je garde, moi, de 1980. Ouais, il y a eu un foisonnement, en fait. Il y avait un foisonnement politique à l'université. Une symbiose. Une symbiose. Il y avait une symbiose. Quand vous me dites, il y a Moud Mamri qui vient, qui s'assoit, etc., il se met à même le sol et de discuter, c'est vraiment un privilège. Athel Ahmar Bey, donc il est décédé en 89. 89, ils sont passés des choses en 89. Hein. Le mur de Berlin, mais aussi le décès, la mort de Moud Mamri. Donc, on va faire un saut dans le temps de 80, on vient de passer 89, on va aller vers 2001. 2001, c'était quand même un autre choc. Moi, personnellement, j'ai été à Alger. On ne se rendait pas compte à quel point c'était un événement important, mais c'est après coup. Mais c'est le genre d'événement qu'on arrive à comprendre bien après, et ça nous a tous marqués. 2001, donc c'est 2001, juin 2001, c'était un événement tragique. Des jeunes, au sein, ils ont fait une marche, une marche de la Kabylie à Alger. Ceux qui ont été empêchés n'ont pas pu peut-être rejoindre Alger, mais les étudiants qui sont déjà à Alger, sur Alger, donc, ils faisaient partie des marches, la marche de 2001. Donc, les revendications de 2001, elles se sont étoffées.
dans le sens où on demandait un état de droit, de la démocratie, et que le préalable linguistique n'était pas négociable, identitaire n'était pas négociable. Chose m'a donné sur 2001, pas du point de vue événement, mais du point de vue politique cette fois-ci. Alors d'abord, il y a deux événements, il y a deux événements qui ont des ressemblances grandes, de très grandes ressemblances. Ou alors on pourra dire, en 98, il y a eu l'assassinat de Matoub Lounès. Oui. En 98, le pouvoir, il a assassiné une seule personne, un porte-drapeau. Il s'appelle Matoub Lounès. Et en 2001, le pouvoir voulait assassiner plusieurs dizaines, ou il a assassiné plusieurs dizaines de personnes. Ça, c'est un fait, il y a une ressemblance. On tire comme ça, vous portant sur des gens, pour les réduire au silence, pour donner un cours aux autres, pour leur dire de se taire, de reculer, pour exercer l'arbitraire, tout simplement. Donc, 2001, on a tué un jeune dans une brigade de gendarmerie à Benidouala, et spontanément, la Kabylie, la région de Kabylie, a refusé cette barbarie, a refusé que les gens se fassent flinguer comme ça pour un petit rien du tout. Et à vrai dire, 2001, il était venu non seulement pour condamner l'assassinat de Germah Massinissa, mais aussi pour ressouligner le refus du fait accompli de l'assassinat de Matoub Lounès. Et bien entendu, 2001, il intervient après un moment très fort du pouvoir d'alors, du représentant du pouvoir, le président Bouteflika, qui est venu à Tizi Ouzou dire non à Tamazight. Parce qu'il faudrait quand même, on n'en a pas parlé, après 1980, il y a eu d'autres stations d'histoire pour la question berbère. À un certain moment, les militants de la cause berbère, le mouvement culturel berbère, a formalisé, a écrit ses revendications pour que les gens proches et les gens éloignés sachent de quoi il s'agit. Dès sur la question berbère. Donc, on a écrit Tamazight langue nationale et officielle. Quelques temps après, 10 ans après, 88, 89, Bouteflika nous répond, il dit que non, Tamazight ne sera pas langue officielle et Tamazight ne sera pas langue nationale. Donc, en 2001, le courroux des gens, c'était non seulement de condamner les assassinats, mais c'était aussi une façon de dire, Bouteflika, que c'est tout faux. Si vous refusez Tamazight langue nationale et officielle, nous ne vous reconnaissons pas en tant que président. Nous ne sommes pas dans une même république que vous. On ne se pliera pas au fait de dictat du système que vous représentez. C'est ce qui explique que des dizaines de jeunes, ils ont donné leur poitrine à la force de feu des forces de sécurité pour dire que nous refusons de plier. Et bien entendu, en 2001, il y a eu quelque chose qui a été élaboré aussi, pour le rappel, c'est la pédagogie des mouvements sociaux. En 1980, il y a eu le dossier de la politique, le rapport de synthèse du séminaire d'Akoren, qui a été élaboré par les militants du mouvement berbère. Quelque temps après l'ouverture démocratique d'octobre 88, il y a eu un document, le deuxième séminaire du mouvement berbère, où on a consacré les revendications du mouvement berbère. Et en 2001, il y a eu la plateforme L'Aqsar. Et dans la plateforme L'Aqsar, qui peut être consultée aussi sur le net, il y a des revendications politiques, il y a des revendications sociales, il y a des revendications économiques, il y a des revendications administratives,
où on a mis noir sur blanc qu'est-ce que demandait la Kabylie. Pourquoi la Kabylie s'est rebellée? Est-ce que c'est pour sortir de l'État ou c'est pour faire sortir les impairs et les indus occupants des structures de l'État, pour se réapproprier l'État national, pour se réapproprier la nation qui a été confisquée aux Algériens. Ça a été écrit noir sur blanc dans la plateforme Al-Aqsa. Bien entendu, après, cette plateforme, elle a été charcutée, elle a été négociée, entre guillemets, elle a été travestie, et elle a été. C'est ça, justement, c'est que chaque fois que le peuple algérien se rebelle, chaque fois que le peuple algérien se révolte, le pouvoir, il essaye de retourner les choses en sa faveur, il essaye de soudoyer, d'acheter, de fausser, de dénaturer, et voilà, la roublardise du système, c'est avec ça qu'il a tenu, et c'est avec ça qu'il tient encore jusqu'à aujourd'hui, et qu'il tiendra encore pendant très longtemps si on ne se montre pas intelligent, sage et déterminé. Monsieur Agoun, je dois reconnaître que vous êtes en train de donner une leçon de militantisme parce que quand vous avez parlé tout à l'heure du séminaire de Akolen et maintenant de la plateforme, Al-Aqsa, donc c'est quand même 20 ans. Il y a 20 ans d'écart, d'écart entre le séminaire et la plateforme de l'Aqsa, le séminaire de Akolen et la plateforme de l'Aqsa. Donc, on voit les revendications qui obéissent à une logique de constance pacifique des luttes démocratiques amazighs en Algérie. Donc, il faut reconnaître le caractère pacifique et politique de la lutte identitaire adossé à la lutte démocratique pour un État de droit. M. Agoun, tu nous as bien éclairé sur cette partie-là de façon très pédagogique. J'aimerais encore faire un autre saut. Effectivement, les sauts, c'est pas oublier les événements majeurs qui sont passés entre temps, parce qu'effectivement, vous avez bien fait de rappeler l'assassinat. Faut-il le rappeler, l'assassinat lâche de Ma'toub Lounes. Donc là, on va faire un saut vers 2019. La révolution qu'on appelle Fenkera, que maintenant est en train de grandir aussi, de grossir, et qui va, l'histoire va nous le dire, hein, on est encore dans le présent, on la vit encore. Est-ce qu'on sera dans une deuxième république? Est-ce qu'on n'a jamais eu de république? On va avoir une république tout court, vraiment démocratique et populaire. Votre première lecture qu'on va appeler ça événement de février 2019, Monsieur Agoun, est-ce que vous avez vu votre passé de militant, votre passé, votre présent encore, j'espère encore pour longtemps, votre lecture de la révolution de 2019, M. Agoun. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez une évolution par rapport aux luttes antérieures? Super, très bien. Merci de me poser la question. Il y a beaucoup de gens dans ce qu'on pourrait appeler les milieux politiques qui ont du mépris pour les Algériens, qui ont du mépris pour l'intelligence des Algériens. Il y a des gens qui croient que le peuple algérien, c'est un rachis. Et en 2019, les Algériens lui ont montré que c'est un peuple. Et non seulement c'est un peuple, mais c'est un peuple qui n'a pas démérité dans la construction de sa nation. Et il n'a pas démérité dans la construction de sa nation malgré une très grosse adversité. Et la première adversité, c'est que les instruments de l'État, tous les instruments de l'État sont contre la patrie. Quand vous prenez le gouvernement, les services de sécurité,
le Parlement, les partis politiques, toute l'intelligentsia au service du pouvoir, ben, tout ce beau monde-là, des années durant, et maintenant tout le monde le sait, ils sont antipatriotes. Antipatriotes en 2001. La Harouche, ils sont partis négocier avec Ouihia. Et il s'était avéré qu'Ouihia, c'est le plus grand voleur d'Algérie. Il était Premier ministre. En Kabylie, les gens, à un certain moment, ils sont sortis dans la rue pour aider un capitaine d'industrie, soi-disant, il était victime de l'arbitraire de ses anciens copains d'hier. Eh bien, il s'est avéré que ce capitaine d'industrie, c'est aussi un voleur, c'est aussi quelqu'un de la Isaba, de la bande. Alors, avant, les Algériens qui respectaient, ils étaient circonscrits à la Kabylie. Maintenant, ce n'est plus la Kabylie qui respecte, mais c'est toute l'Algérie, c'est tous les Algériens dans tous les recoins d'Algérie. Peut-être que ce n'est pas d'égal poids. Il doit y avoir 30 000 personnes qui manifestent le vendredi à Bougie et 1200 personnes qui manifestent Glaouat. C'est tout à fait normal. La conscience sociale, la conscience politique, elle est inégalitairement distribuée sur le tissu national algérien. C'est tout à fait normal. Chaque région a ses spécificités, chaque région a son potentiel militant, chaque région a son niveau de conscience. Mais 2019, il est venu chasser une grosse connerie qui s'appelle Bouteflika, un homme qui ne commande plus rien du tout, qui était là comme un éventail. Les gens, ils ne voulaient plus, mais les gens ne voulaient plus du système qu'incarnait Bouteflika et du système qui a entretenu Bouteflika. Pendant des années, on nous mentait. Pendant des années, on nous racontait des mensonges. Et les gens, ils sont venus chasser ça. Nous ambitionnons de construire un nouveau pays, sérieusement. Une Algérie nouvelle, sérieusement. Pas l'Algérie nouvelle qui est claironnée par les dinosaures qui sont aux commandes aujourd'hui. Non, une réelle Algérie nouvelle. Nous ambitionnons de construire un projet, un rêve collectif de nouveau, renouvelé, après le grand rêve de l'indépendance nationale, le rêve de construire un pays qui se mette debout, qui réponde aux aspirations de ses enfants. Ça, c'est une ambition. Est-ce que nous allons réussir? Nous n'allons pas réussir. C'est une question, mais je pense que plus que jamais, 2019 a montré que les Algériens, ils sont de connivence avec cette ambition, avec ce projet. Ce n'est pas une seule région. Ce n'est pas la peine de déchirer le pays. On n'a pas besoin de tourner le dos aux autres régions du pays. Les autres régions du pays, nous sommes dans un même pays. Nous pouvons avoir une même ambition. Maintenant, à l'intelligentsia, à la crème, à l'avant-garde de se mettre à la hauteur des exigences du peuple algérien. Sinon, le peuple algérien, il aspire à la justice, il aspire à la modernité, il aspire au développement, il aspire d'ailleurs, la révolution de 2019, elle a été levée par les nouvelles technologies de communication. C'est Facebook, c'est les réseaux sociaux qui ont été l'avant-garde alternative, qui ont été les médias alternatifs de la révolution. Donc, plus que jamais, il y a un potentiel révolutionnaire dans notre pays. Et plus que jamais, la révolution est à portée de main. Et cela dit, nous avons aussi des faiblesses. Les faiblesses, c'est que nous ignorons beaucoup de comment on organise une révolution. Les gens ont tendance à ignorer que une révolution, c'est deux paramètres, c'est deux grandes conditions. Il faudrait une organisation révolutionnaire pour faire la révolution. Il faudrait un programme révolutionnaire pour faire la révolution. Et sur ces questions, on ne pourra pas demander ça au lumpenprolétariat. On demandera ça aux gens éclairés. On demandera ça aux gens à la crème de la société. Et la crème de la société, il est plus que jamais nécessaire et urgent
qu'elle se mette au service de l'idéal que le peuple est en train de claironner depuis maintenant 2 ans. Sarah, monsieur Agon, là effectivement, il y a, au-delà de la constance des luttes antérieures ancrées sur le caractère pacifique, 2019 est aussi un mouvement, une révolution pacifique. Et il est vrai qu'entre Algériens, on apprend encore à se connaître, entre régions, entre citoyens tout court. Et la révolution ne s'apprend pas à l'école ou dans un livre. Elle peut s'apprendre des histoires des autres pays. Par contre, elle s'apprend effectivement en s'apprenant entre nous. Nous avons compris, M. Agoun, nous avons compris le message et effectivement, nous avons des faiblesses. Il y a des gens qui œuvrent pour organiser la révolution pour qu'elle aboutisse exactement vers là où on voudrait. Ça veut dire un état de droit démocratique qui donne la liberté individuelle et collective, liberté de culte, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne… Il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette révolution, mais elles vont toutes vers un seul et unique, on va dire, but, c'est un état de droit. Oui, nous pouvons passer beaucoup de temps à parler, M. Agoun, sur ce qui se passe actuellement. J'ai envie de vous poser une dernière question. Quel est votre optimisme? Quel est votre optimisme sincèrement, quel est votre optimisme sur la révolution en cours et est-ce que quel est votre message pour la jeunesse actuelle qui n'a pas peut-être connu les massacres des années 90, qui n'a pas connu les événements des années 80 et encore plus celles des années 70 et bien avant. Donc voilà, donc c'est une double question, M. Agoun. Est-ce que vous êtes optimiste et quel est votre message à la jeunesse? Moi, je suis naturellement optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que moi, je suis un révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être révolutionnaire? Moi, le monde qui m'entoure, les contradictions qui sous-tendent ce monde qui est autour de moi, elles ne me plaisent pas. Elles ne travaillent pas en faveur de l'épanouissement et de l'élévation de la société qui est autour de moi. Donc, moi, je voudrais changer ça. Et voilà donc pourquoi et comment je suis révolutionnaire. Parce que ça ne me plaît pas ce qu'il y a autour de moi. Je suis révolutionnaire, je suis optimiste et il n'est pas révolutionnaire celui qui n'est pas optimiste. Les pessimistes, c'est des gens qui ont déjà perdu. C'est des gens qui ont perdu parce qu'ils ne veulent même pas engager de bataille. Je dis Che Guevara, ce que disait Che Guevara, les gens qui se battent, ils vont probablement réussir. Ils vont probablement faire aboutir leur quête. Mais les gens qui ne se battent pas, ils ont tout perdu parce qu'ils n'engagent aucune bagarre. Ils n'engagent aucune lutte. Moi, je suis un révolutionnaire et je suis optimiste. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas être autrement. Mais à 17 ans, je suis emprisonné pour défendre la liberté, défendre la démocratie, défendre l'authenticité de l'Algérie, son identité, la langue que j'ai été dans le sein de ma mère. Ce n'est pas aujourd'hui, 40 ans après ou 50 ans après, que je vais me trouver une âme d'apparatchik ou une âme de réactionnaire ou une âme de… Non, moi je resterai ce que je suis. Je ne changerai pas. Hein? Pour la jeunesse, moi je n'ai pas grand-chose à dire aux jeunes. C'est eux qui sont en train de me dire des choses. Eux, ils ont fait éclater une révolution. Pendant que le gros contingent des gens adultes, des gens âgés, ils se sont résignés à mettre de l'eau dans leur vin. Ils se sont dit, c'est fini, ce pays ne va plus jamais se relever. Eh bien, les jeunes, ils ont montré que si, c'est possible de se relever, c'est possible d'aller de l'avant. Ils étaient une poignée de jeunes en 1954 qui ont déclenché une révolution contre une puissance coloniale, contre un système
impérialistes, capitalistes, et ils l'ont chassé de l'Algérie. Et ils étaient aussi une poignée de jeunes qui ont lancé à travers Internet la révolution de février 2019. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est à moi de mettre ma petite intelligence, ma petite expérience à la disposition des jeunes. J'ai tout à apprendre des jeunes. Et ce que je devrais en premier apprendre des jeunes, c'est l'espoir. C'est une jeunesse bourrée d'espoir, bourrée de talent, bourrée d'amour. Il faudrait les écouter et il faudrait obéir à leur volonté. C'est ce que je pourrais dire aux jeunes. Et naturellement aussi, parce que je suis révolutionnaire, je me mets à la disposition de mes enfants et des enfants qui m'entourent. Naturellement, sans tricherie et sans a priori. تنمير ثيكم قرانت مقنع قون دونك يعطيك الصحة مليح merci beaucoup pour ces messages positifs optimistes révolutionnaires effectivement et j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir avec nous et tous les militants avec qui on a appris beaucoup de choses. يعطيك الصحة تنمير فيك مليح يعطيك الدنيا ان شاء الله. يعطيك الصحة. يكون الصحة يكون وين أخلا يراون نسالو زكا أخلا يراون نروح ولا نبدا ما يرسيو ما داخل الخمين نزبر بلا المزية اللي سون كابريس الحمد لله. تنمير فيك.
سيدي ما يغني اني فديالي زمن شفا نور نرجي اي نور نرجي الرومان السجن غيبي ويديو سامي يبوي نسدغ ذي تسوحيد نسدغ ذي تسوحيد خاس عدان مقرون نوجي نشهد سجن وين مغدر وين ولا جديد اسلق جنب السلاح بقسام أكنا ذوق البلد ويدك دي بران ثيبت دي بران ثيبت أشحد بويدك حبسان ورمصري ما برد سيشي ويرانا غفير جيت الرانا غفير جيت تسير بامني تشجعن سلسلح اللسان وذهانس نهرار جدد يحسن الوداع يسير مين دايما غير يبغينا العسكر ذكير اي العسكر ذكير ذو الدرس ندير كلي صوب غربي زين كل بريدة يتفكر اين يتفكر في الليل نسيسل بيه نحوش ذي للي موقف لا حرا نغلحين في 24 يتسان في 24 يتسان ذيك السن دوينتان ميت سهر تمسدي تيزين تسون سعنا ثمثان عاد ميت يسوفغان هم يفتان لاحذير كلي تحتنتن هو ثنتن ولاش شورس الخديمان ادينين اي نور نذير شرشاري فرح ميت فرن يرفع حواج شيطان ملال ذي الوداع يسين ما ذوي ذاك السفسادان وذاك السفسادان هسا نرنثان السقف تاعهم في غليل